Le débat du dimanche, bonsoir et bienvenue. Trois principaux sujets: la tentative de coup d'État au Tchad, la nomination d'un gouverneur à Kidal par le gouvernement malien et les 12 mois de François Hollande à l'Élysée. Des sujets qui seront abordés par nos invités Adam Cham du Républicain et de arawanexpress.com, Alexis Calambri des Échos, Adama Dramé du Sphinx et Sori de Moti de la Nouvelle Patrie. C'est la une de l'actualité africaine cette semaine. C'est ce coup d'État avorté au Tchad. Le gouvernement qui affirme avoir déjoué la tentative a annoncé une série d'arrestations au sein de la hiérarchie militaire et de la classe politique. Cette tentative de coup d'État, le gouvernement tchadien s'y était préparé. D'après N'Djamena, les forces de sécurité du pays étaient sur les traces des dissidents depuis décembre 2012. Ce jour, 1er mai 2013, un groupuscule d'individus mal intentionnés a cherché à mener une action de déstabilisation contre les institutions de la République. Plusieurs personnes auraient été arrêtées dans la capitale, des militaires et des civils. Un député de l'opposition, Saleh Maki, est aussi entre les mains des forces de sécurité. Son épouse a été témoin de son arrestation. Elle réfute toute accusation. Il m'a appelé pour me dire que voilà, on vient m'arrêter. Et puis, dehors, devant la maison, il y avait plein de policiers avec des unités. Ils sont rentrés dans la cour et puis ils l'ont amené avec lui. Mais moi, je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète pour lui parce que je sais qu'il n'est pas quelqu'un qui peut faire du mal à une personne. La coalition rebelle tchadienne UFR, qui avait déposé les armes en 2010, a aussi averti en mars qu'elle allait reprendre les hostilités, faute de réelles négociations avec le pouvoir. Le pays n'en est pas à sa première tentative de coup d'État. Le président actuel, Idriss Déby, avait lui pris le pouvoir en marchant sur N'Djamena en 1990. Mais pour les autorités tchadiennes, il faut regarder du côté de la Libye. Tripoli a été accusé d'héberger et d'entraîner des mercenaires tchadiens, des accusations réfutées par les autorités libyennes. Toute cette région de l'Afrique est en proie à l'instabilité. Le Tchad, comme d'autres pays de la région, a envoyé des troupes au Mali pour combattre la rébellion islamiste dans le nord du pays. En mars, des soldats tchadiens auraient tué Mokhtar Belmokhtar. Cet ancien chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique avait revendiqué la prise d'otage d'In Amenas en Algérie. Au cours de cette émission, nous allons tenter de joindre notre correspondant à N'Djamena, Jerry Guimat du journal Notre Temps, pour savoir si la situation a évolué depuis l'annonce de cette tentative de coup d'État. Mais déjà, Sori de Moti, au Tchad, il n'y avait presque pas de fronts sociaux, politiques, il n'y avait presque rien qui pouvait prêter à coup d'État. C'était apparemment calme, stable. Bon, ce n'est pas que la situation soit stable ou le contraire. Le Tchad nous a habitués depuis 1974 entre le général Félix Maloum et Ngarta Tombalbaye. Chaque 5, c'est cyclique. Chaque 5 ou 10 ans, il y a une tentative de coup d'État ou de coup d'État tout simplement. Mais seulement ce qui peut un peu expliquer cette autre tentative de coup d'État, c'est peut-être le succès que l'armée tchadienne a engrangé au nord Mali et en cherchant à écraser les islamistes qui sont disséminés un peu partout. Ce n'est pas seulement chez nous, mais en Libye. Est-ce que le geste de Déby Itno a plu aux islamistes? Sinon, ils peuvent tenter de le renverser. Ok, Dramé, comment est-ce que vous avez perçu ce putsch raté? Comme tu me l'as dit, mon confrère Sori, c'est cyclique au Tchad. Moi, je ne suis pas du tout surpris que les rebelles essaient de profiter du fait que l'élite de l'armée tchadienne soit au Mali pour essayer de renverser Déby. Et cette rébellion-là, elle a toujours existé. C'est elle qui a failli prendre le pouvoir, si mes souvenirs sont bons, en 2008, le 7 février 2008. Et ce jour-là, Idriss Déby avait quasiment perdu le pouvoir. Sarkozy même lui avait offert l'exil. Et il a fallu qu'il résiste, et avec l'appui un peu de ses amis soudanais, pour reprendre la main. Donc, c'est cyclique. Ça peut être un coup d'État, comme même ça peut être une purge. Parce qu'au Tchad, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de vainqueurs qui se sont accumulés. Au Tchad, c'est des rébellions à ne pas finir. Au Tchad, c'est 25 000 morts. Depuis une trentaine d'années. Donc, celui qui a peut-être pu résister, pu y rester, et qui fait aujourd'hui
poumon qui fait aujourd'hui l'équilibre de cette région, c'est Idriss Déby Itno. Et je vais plus loin parce que je vais regarder cette tentative de coup d'État sous le prisme du journalisme malien. Nous, on doit aujourd'hui un devoir de sang aux Tchadiens, ceux qui ont, à la limite, payé le plus lourd tribut jusqu'à aujourd'hui. Et ça nous désole que ce soit à pareille heure que ces messieurs contentent de le déstabiliser, tout simplement. Ok, Alexis, on va en venir sur les probables auteurs de cette tentative. Si la thèse des djihadistes, des rebelles se confirme, ça veut dire qu'ils sont forts et que même Hollande, qui a lancé Serval au Mali le 11 janvier, doit peut-être s'attendre à un coup d'État. Maintenant, pour le cas du Tchad, ça ne tient pas. C'est purement une question, une politique intérieure. Comme mes deux confrères l'ont dit tout de suite, c'est cyclique d'abord, et ensuite, qu'est-ce qui a changé? Idriss doit sa longévité au fait qu'il y ait le pétrole, donc il y a plus de richesses, mais il avait bien commencé avec l'aide de la Banque mondiale en parvenant à mettre un fonds pour les générations futures. Donc je pense que c'est plus une question de gouvernance, c'est plus une question quand les populations ne voient pas d'autres issues, ça peut amener des frustrations de ce genre. Mais difficilement on le lierait à la question des islamistes et du Mali. Je pense que c'est une question de gouvernance et de politique intérieure. Adam Thiam. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de raisons, à mon avis, le 1er mai, de penser qu'il y a des problèmes au Tchad qui pouvaient justifier un coup d'État. Ceci dit, il faut dire que c'était jamais très calme. Non seulement il y a eu des turbulences cycliques, comme il a été dit, mais il y a une fronde syndicale que le 1er mai, Déby n'était pas encore arrivé à réduire. Il y a un fait, c'est que le 17 mai, le 1er mai à 17h, il est possible effectivement qu'il y ait eu des problèmes dans un camp N'Djamena. Mais il faut dire que, par exemple, le général Weiding, qui a été arrêté, était en train de regarder, comme tout le monde, le match Real, Barça Bayern. Donc, et l'autre chose, c'est que ce sont quand même des proches de Déby qui ont été arrêtés. Cette fois-ci, le général Weiding lui-même a été ministre de la Défense, chef d'état-major des armées. Le général Gomin a été très proche de lui. Et même un des députés arrêtés est un député quand même proche de la majorité. Donc on ne sait pas très bien, mais il est fort possible. Le pouvoir de N'Djamena lui-même relativise les termes. Il ne parle plus de coup d'État, il parle de tentative de déstabilisation. Et donc de là à penser effectivement que ça cache un projet de purge, il y a un pas. Ok, tentative de déstabilisation, mais Idriss Déby paraît presque indéboulonnable dans cette sous-région. Il y a presque une hégémonie du Tchad. On a vu ce qui s'est passé en Centrafrique, au Soudan. Est-ce que c'est aussi facile de le déstabiliser, même si on en revenait à ce terme-là, déstabilisation? Il y aura toujours des tentatives. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de raquettes qui se sont accumulées. Mon nom vient de dire tout à l'heure que c'est des proches de Déby. Il y a même un de ses neveux qui a juré il n'y a pas une semaine qu'il allait renverser son oncle. Donc c'est vraiment, de façon, le gars, je crois qu'il a mûri, il a assez d'expérience, il sait à quoi s'en tenir. Ok, Alexis. En Afrique, la longévité des chefs d'État appartenant au précaré, ou en tout cas disposant de ressources indispensables à la France, tient à la fidélité et au respect de certaines normes qui ne sont pas intérieures, qui ne sont pas pour le bien-être du peuple. Je m'explique. C'est-à-dire, tant que prenez le cas des pays qui ont l'uranium, prenez le cas des pays qui ont des ressources convoitées ou exploitées par la France, tant que vous faites leur affaire, vous pouvez compter sur leur soutien. Idriss Déby a été beaucoup appuyé, a été beaucoup aidé par la France depuis que le Tchad a le pétrole, depuis que le Tchad garantit. Si vous regardez la répartition, c'est
plus des sociétés françaises qui exploitent, c'est plus des entreprises françaises qui sont dans la sous-traitance du pétrole. Le Tchadien moyen ne sent pas sa main, ne sent pas les retombées du pétrole comme il devait s'y attendre, mais en quelque part ça explique pourquoi les chefs d'État disposant de ressources indispensables à des protecteurs peuvent demeurer longtemps. Pour vous compléter peut-être dans votre logique, la France aussi a été beaucoup aidée par le Tchad, notamment dans l'opération Serval. Le Tchad a été le bras armé de la France dans l'ADRA des IFOCAS. Est-ce que ce coup d'État, cette tentative de déstabilisation la pouvait réussir, d'autant que Déby fait partie aujourd'hui des présidents africains les plus adulés par l'Élysée Sory Haïdara? Moi, je pense que la France a tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas un changement de régime au Tchad maintenant, et ce en rapport avec tout ce que le Tchad a fait jusqu'ici pour aider la France, justement, à mater certains régimes, je pense un peu à la Libye, et aussi le semblant de stabilité que la France a voulu apporter d'abord en Centrafrique. Elle avait mis l'armée d'Idriss Déby. Et finalement, c'est le Mali. La France a compris que le Tchad et son armée sont devenus un dispositif essentiel dans la stabilisation de la région. Mais avant d'en venir là, au Tchad, les coups d'État, les tentatives de coups d'État, c'est des débats qui font plus recette. En ce que tout simplement, au début, au commencement, c'était des clivages socio-ethniques qui font que chaque fois il y a un coup d'État, il y a une tentative de coup d'État. Maintenant, les intérêts aidants, il a parlé du pétrole, ça va être difficilement stable. Ça va être difficilement stable. Ok, peut-être Adam Cham, avant de faire réagir notre confrère, on me dit qu'il est en ligne. Est-ce que ce changement à la tête du gouvernement du Tchad, en ce moment précis, pouvait changer quelque chose dans l'opération Serval, par exemple, Adam Cham? Je crois qu'il faut même savoir que les forces tchadiennes sont en train de se retirer, n'est-ce pas, de Kidal. Et il y en a qui sont au Niger, il y en a qui sont déjà partis en Centrafrique. Et d'ailleurs, il faut voir si le problème en N'Djamena n'est pas aussi lié à la présence des troupes tchadiennes au Mali, parce que un des opposants arrêtés quand même n'a eu de cesse effectivement de fustiger l'attitude de Déby, qui a envoyé des militaires tchadiens ici. Donc sur l'autre truc simplement sur lequel il faut qu'on rebondisse, c'est vrai que le citoyen moyen ne sent pas peut-être les retombées des richesses tchadiennes. C'est comme ça dans pratiquement tous les pays du monde, mais le Tchad n'est plus l'état néant qu'il était dans les années 70. C'est un pays qui évolue. Et puis, juste pour montrer jusqu'où Déby est quand même maître de la situation, c'est que, le 1er mai, il n'y a rien eu. Il n'y a aucun signe de tension à N'Djamena, pas de garde renforcée, rien. Cette annonce est venue, puis des arrestations, mais ça s'est passé vraiment dans la plus stricte ordinarité. Et c'est parce qu'il tient le pouvoir. La garde présidentielle au Tchad est la seule vraie unité combattante de l'armée tchadienne. Et il l'a. Et donc, à moins d'une révolution de palais, ce serait très difficile de dire. Dramé, qui voulait réagir. Je voulais rebondir un peu sur ce que Sory a dit, parce qu'il faudrait faire attention. En ce qui concerne la Libye, il faut dire que Déby a plutôt aidé Kadhafi. C'est ce qui d'ailleurs fait que finalement, il n'était pas très aimé par Sarkozy. Ça se comprend, hein. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens sont en train les Tchadiens en tout cas, accusent les Libyens aujourd'hui, la Libye d'aujourd'hui, d'être la base arrière de ces rebelles-là. C'est réel. C'est vrai que la France, que ce soit sous Chirac, que ce soit sous Mitterrand, en 90, a aidé à ce que Déby vienne au pouvoir, mais Déby a été toujours plus ou moins un rebelle, entre guillemets. Et ça, il l'a montré. Ils ont été, les trois chefs d'État africains, à montrer vraiment l'opposition à l'intervention française en Libye. C'est lui, c'est Zuma et sa tété. Ok. La réalisation me fait signe qu'on a notre confrère du journal Notre Temps en direct de N'Djamena. Gary Djibé, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a du nouveau depuis l'annonce de cette tentative de coup d'État?
Pour le moment, il n'y a pas une grande évolution puisque le député Salem Massi qui a été arrêté, qui se trouve en ce moment à la police judiciaire, les militaires, les officiers supérieurs qui ont aussi tenté ce coup de force qui a été dévié par la garde présidentielle sont arrêtés et sont gardés auprès du procureur de la République pour que justice soit rendue. Gary, comment est-ce que les Tchadiens, sinon les populations de N'Djamena, ont accueilli ce putsch avorté? Les N'Djamenois sont surpris puisque le chef de l'État n'était pas à N'Djamena. Il se trouvait hier à Iriva parce qu'il a été invité par une ONG pour son assemblée générale. N'est pas surpris parce que tout le monde pense qu'Idriss Déby a beaucoup mis de temps au pouvoir. 23 ans, il est temps de faire une alternance au niveau du sommet du pays. Donc il n'y a pas une grande surprise quand on apprend qu'il y a eu un coup de force qui a été déjoué. Gary, bonsoir et bon début de semaine à N'Djamena. Merci à vous aussi. Ok. Idriss Déby, 23 ans. Dramé, est-ce qu'il est atteint par l'usure du pouvoir? C'est vrai, peut-être à partir de 20 ans, ça devient personnel. Il faut reconnaître qu'Idriss Déby est venu très tôt, très jeune au pouvoir. Aujourd'hui, il n'a que 61 ans. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le problème des opposants tchadiens. C'est quelqu'un qui peut rester au pouvoir encore 10 ans. Mais quand même, il a fait 23 ans au pouvoir. Ça devient pour aujourd'hui. C'est pour un dirigeant africain surtout. Non, pour un dirigeant consciencieux, l'année compte double. Tant la charge est grande, mais en même temps, l'alternance veut que 10 ans c'est suffisant. Mais 23 ans, on n'a plus la capacité de réfléchir, de proposer, d'avancer. Il donne l'impression de développer toute son énergie à se maintenir au pouvoir. Et là, je pense qu'il doit préparer les conditions de la relève lui-même, quoi. Ok. Une dernière question là-dessus, Souri, avant de passer au prochain thème. On a parlé de cette tentative en 2008 et également en 2013. On dit jamais 203. Faut-il peut-être s'attendre à une troisième tentative? Non, mais au Tchad, c'est la politique du haut-toit de la que je m'installe. Ngarta Tomolbaye a fait 12 ans. Il est arrivé en 61-62. Maloum l'a reversé en 114. Et Sénabré, c'est la même chose. Goukouni Wede. Il va arriver. Il y aura une autre tentative de coup d'État. On ne peut pas dire ça. On ne sait pas. C'est-à-dire que c'est une question. On ne sait pas. Et en plus, je crois que ce qu'il faut qu'on dise, ce n'est pas qu'il est resté 23 ans, c'est est-ce qu'il a encore la possibilité de se représenter? Si oui, qu'est-ce qui rend ça possible? Donc c'est le droit, c'est la constitution tchadienne qui devront trancher, mais je crois que oui, on peut être empereur et rester 40 ans au pouvoir. L'idéal serait qu'il comprenne l'interpellation de la population, qu'il veut qu'il y ait alternance, qu'il y ait du sang neuf, qu'il le prépare et qu'il prépare sa succession. Deuxième thème de cette émission pour parler du Mali. Kidal fait partie du Mali. Il ne pourra jamais en être autrement. Et comme pour lever tout équivoque, le gouvernement a nommé lors du dernier conseil des ministres le colonel Adaman Kamisoko, gouverneur de Kidal, la 8e région administrative du Mali. Souri, on a parlé du deadline 15 mai. L'État qui commence à être progressivement présent au niveau de la 8e région. Bon, c'est une bonne chose, c'est un vœu que l'administration s'installe à Kidal, et c'est une bonne chose aussi qu'on ait nommé un gouverneur. Entre nommer un gouverneur et l'installer et occuper ses fonctions, c'est là où il y a le problème. Moi je veux bien qu'il y ait un gouverneur de plein exercice à Kidal, mais comment le faire dès lors que notre armée est représentée par quelques soldats, comme on le dit à Kidal? Okay. Il y avait un autre gouverneur qui avait été nommé par un soi-disant mouvement. S'il a occupé les bureaux du gouverneur, il faut peut-être le déloger pour installer celui du Mali. Ça change quoi, Adama Dramé, la nomination de ce gouverneur? La nomination de ce gouverneur-là, moi je vais bientôt envoyer ma facture chez Tchadjanguna, parce que c'est nous qui avons dit, dès le jour que les MLA a dit qu'ils ont nommé un gouverneur, dit que la faute est au président de la République, parce qu'il fallait prendre date. Nous sommes dans un Mali un et indivisible. Il n'y a pas de raison que nous, même sur le plan symbolique, nous ne nommions pas
un gouverneur. Et je crois que c'est déjà important. Maintenant, autour de ce Kidal, ce problème de Kidal, il y a eu beaucoup de mensonges. Et malheureusement, et ça perdure, il faudrait qu'on se dise la vérité. Kidal a été pris par les soldats tchadiens et français qui ont toujours avancé avec les soldats maliens. Mais c'est une unité aéroportée qui est descendue à Kidal parce qu'on savait que toute la ville de Kidal, l'entour de Kidal a été minée. Mais pour que l'armée malienne soit ce jour-là à Kidal, il aurait fallu que nous ayons nos commandos avec nous. Okay. C'est tout ce qui explique l'absence de l'armée malienne à Kidal. Aucun dirigeant officiel, en tout cas, n'a dit qu'ils ont été empêchés par la France d'arriver à Kidal. Okay. Aucun militaire n'a dit que nous avons été empêchés par la France d'arriver à Kidal. Les gens ont voulu en faire ce qu'ils veulent. Des hommes politiques ont voulu récupérer ça pour lancer la bandite pour ces gars qui sont venus nous sauver. Il ne faut pas oublier une chose, ces gens-là, ils pensaient en tout cas qu'ils avaient des otages à Kidal. Pour eux, il n'était pas question. En tout cas, il aurait mieux fallu y arriver, être les premiers là-bas avant l'armée malienne pour éviter ce que... On va en parler de cette partie. Alexis Kalambri, vous avez donné une réaction par rapport à la nomination du gouverneur à Kidal. Mais la symbolique est forte, à mon avis. La symbolique est forte. Mais maintenant, c'est un acte posé. Et c'est une forte interpellation également pour le gouvernement. À partir du moment où on l'a nommé, il faut l'installer. On a vu le retour de l'administration à Tombouctou et à Gao, même si c'est de façon parcellaire. Il le faut. Et l'autre jour, je ne sais pas si vous avez suivi le débat, les interpellations à l'Assemblée des ministres en charge de ces questions-là. Ils ont donné une date. Il se dit que l'armée avance. Donc, demain, il fera jour. Le 15, c'est pas loin. Vous allez réagir juste... Est-ce que par rapport justement à l'occupation ou la libération de Kidal, le colonel Didier Dako, le chef des opérations à Sévaré, avait dit que la France n'avait jamais empêché, qu'il manquait juste les moyens, la logistique pour arriver à Kidal. Maintenant, de ce jour à aujourd'hui, est-ce que les moyens n'ont pas été mis à la disposition de l'armée malienne pour que au moins nous puissions occuper quand même si on s'en tient au fait, cet objectif est en passe d'être atteint, un gouverneur nommé et puis une date butoir le 15 mai fixée, Adam Tcham, Kidal, la nomination d'un gouverneur à Kidal sur cette question. Non, c'est normal de nommer un gouverneur sur Kidal. Kidal fait partie du Mali. Mais comme Souri Abdallah l'a dit, entre le nommer et l'installer, il y a un pas. Et puis, la question, ça ne peut plus être simplement le maillage administratif. C'est la qualité de ce qu'on envoie, la qualité de l'administration que nous devons avoir dans ces zones qui ont quand même vu que même les djihadistes étaient porteurs d'un projet de justice que l'État moderne n'avait pas. Donc, si les gouverneurs corrompus, les juges corrompus, les policiers corrompus, ce n'est plus possible dans le Nord. Et le défi, c'est ça. Ça n'est pas de nommer le gouverneur, ce n'est pas de nommer le gouverneur, c'est de faire en sorte qu'il y ait une autre gouvernance au Nord, parce que les populations ont vu que c'est possible d'avoir une autre gouvernance au Nord. Ok, est-ce que c'est vraiment, peut-être, on dit que les conflits, l'irrédentisme touareg, ça a toujours commencé par Kidal, ça prend toujours fin à Kidal. Est-ce que c'est de bon augure? On est en train d'aller vers peut-être la fin de la rébellion de l'irrédentisme, cette fois-ci une bonne fois pour toutes. Je le souhaite pour le Mali. Pour une fois que le Mali a été diagnostiqué, on sait ce qui s'est passé au Nord toutes ces années, et qu'après l'occupation de Kidal, maintenant que nous nous sommes levés ensemble pour libérer notre pays et Kidal et partant, moi je pense que ça peut sonner le glas des rébellions, pas seulement de Kidal, des rébellions dans le Nord Mali. Okay. Oui, un des faits marquants peut être la commission dialogue et réconciliation qui a pour mission de faire que les Maliens se parlent. Et déjà, ce qui s'est dit, c'est que pour une fois que tout le monde s'implique, qu'on diagnostique le problème et qu'on aille au fond. Parce que
jusque-là, pour la plupart des règlements des questions d'irrédentisme-là, ça a été vraiment, disons, juste décaler les problèmes. On n'a jamais été au fond. Peut-être que cette fois-ci, ça va être l'occasion. Tout le monde est excédé. On a vu jusqu'où on peut aller dans le mal. Donc, je pense qu'on a l'occasion. Ouais, sorry, c'est ça plus tard. Très rapidement, alors. Pardon. Pour être un peu complet avec Alexis, et justement, il a dit d'aller jusqu'au fond. Le fond, c'est quoi? Jusqu'ici, on nous a habitués à privilégier certaines familles, à mettre les problèmes et les ébauches de solutions entre les mains d'une certaine famille, d'un certain clan. Maintenant, qu'on fasse que tous les Maliens, de Kidal à Zégoua, que tous les Maliens soient sous le même pied d'égalité. Qu'il n'y ait plus de familles dites, ils sont au-dessus, privilégiés à Kidal, à Gao, à Tinez-Zawaten ou n'importe où. Que tous les Maliens soient les mêmes. Okay. Justement, est-ce que la rencontre de Kel Tamashek avec le corps diplomatique, ça quand même, ça a suscité beaucoup d'espoir, hein, quand on a écouté le discours de Kel Tamashek qui dit que un soi-disant mouvement ne peut pas parler au nom de toute la communauté. Kel Tamashek, ça augure d'un avis. Mais ça a été toujours le cas. Ces gens-là ont été toujours minoritaires. Et c'est des gars malheureusement à qui on a créé des situations de rente qui, tant qu'il y avait du pognon, tant que le trafic marchait, ne disait rien. Et comme Adam Cham l'a dit, c'est avec malheureusement la complicité des gouverneurs, du commandant de brigade, du truc, tant que ça marchait. Mais la réalité, c'est qu'ils sont minoritaires. Okay. Et moi, j'ai toujours dit, il faudrait que les intellectuels maliens le répètent. Le problème Touareg n'est pas un problème de gouvernance. Le problème Touareg, j'ai eu à le dire ici. Et je le répète, c'est une question de complexe. Pour eux, le problème, c'est que le Mali et le Niger sont les seuls pays au monde où les Noirs dominent les Blancs. C'est ça la vérité. Et quel que soit le pouvoir économique que nous, Maliens, on aura toujours ce problème dans le dos. Voilà. C'est un complexe. Voilà. Comme pour affirmer davantage la présence de l'État sur le terrain, le président de la République du Mali par intérim, Dioncounda Traoré, était ce week-end dans la 5e région, précisément Sévaré, Mopti et Konna. Le président qui livre ici ses impressions à l'issue de cette visite. Nous l'écoutons. Objets multiples, c'était bien entendu de me rendre à Sévaré, qui était en première ligne il y a de cela quelques mois, et donc de me rendre également à Konna, cette ville martyre qui a été le point de départ de la reconquête du Mali. Et bien entendu, me rendre visite à nos troupes et aux troupes amies qui combattent à nos côtés pour le recouvrement de l'intégrité territoriale et pour une démocratie. Je dois dire que nous avons été très bien reçus, aussi bien à Sévaré qu'à Konna, qu'à Mopti. Et c'était le témoignage de la confiance retrouvée. Et c'était également pour nous dire que le peuple malien avait retrouvé l'espoir en l'avenir. Et je pense que c'était indispensable que je me rende à Mopti, Sévaré et Konna. Voilà, Sori, là, l'espoir en l'avenir, là également la symbolique est forte. Hein, c'est des retrouvailles entre des populations préalablement violentées, mutilées, amputées et un président de la République. La symbolique, elle est forte, là aussi. C'est une très bonne chose que Dioncounda soit allé à Sévaré, Konna et Mopti, parce que les gens attendaient ça. Ça remonte le moral, même si ce n'était pas tout. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, peut-être que c'était la fin de l'État laïque. Si ils avaient progressé, ils se sont arrêtés à Konna. Konna a plus besoin de reprise économique. Ce qui a été déchiré à Konna. Moi, je connais Konna, c'est un peu chez moi. Ça a été déchiré, le tissu économique, social a été déchiré. Le président, en y partant, certainement quelque part, l'espoir revenait lorsqu'on voit le président de la République chez soi,
après de tels événements. Ça, c'est du chauvinisme, mais il y a également des déchirures à Tombouctou, à Kidal. Oui, Alexis, il n'a pas attendu ce mois de mai pour aller quand même à Tombouctou, Kidal. Il est allé. Symbolique, moi, je l'aurais voulu plus loin qu'à Konna. Sur la ligne de front, par exemple. Sur la ligne de front, je l'aurais voulu plus loin que Kidal. Mais au passage, je remarque quand même que le ministre de la Défense a fait le déplacement. Ok. Non, moi j'étais du voyage, donc je retiens peut-être trois choses: la mobilisation un temps à Mopti, à Sévaré, qu'à Konna. Je retiens aussi vraiment la qualité des échanges, notamment entre le président et les notabilités, et donc les chefs de village, les chefs de quartier, les imams et même le clergé. Et puis il y a eu cette scène extraordinaire à Konna, en Bambara, où deux chefs de village ont témoigné, mais vraiment des témoignages qui renversent. On aurait pu penser d'ici que c'est une armée qui a détalé, et ce que un des chefs de village ont dit, c'est que vraiment ce sont des héros de l'armée qui se sont battus, qui ont perdu, mais ils ont perdu à cause de la supériorité en nombre et en feu des djihadistes. Et puis l'autre chose qu'ils ont dit, et qui est une bonne leçon pour le Nord, c'est que heureusement que les djihadistes n'ont pris Konna que pour 24 heures, parce qu'ils avaient déjà réussi à créer la zizanie. Donc en 24 heures, s'ils avaient réussi à semer la zizanie dans la population, que peut-on dire du Nord où ils sont restés 9-10 mois? Moi je dis mieux vaut tard que jamais. Bon, dans tous les cas, Konna, comme Adama l'a dit, c'est une symbolique, parce que Konna, c'est à Konna que l'armée malienne a subi effectivement la plus lourde perte. On a parlé des 13 à l'époque. Mais en réalité, c'est 37 soldats qui sont tombés, qui se sont battus violemment. J'ai eu la chance de discuter avec des ressortissants de Konna qui étaient sur place. Donc, Konna, c'est une très bonne chose. Je crois qu'aujourd'hui, il ne reste plus que Kidal. Et je suis sûr, comme je l'ai dit, que le 15, Kidal sera pris. Mais moi, je l'ai souhaité personnellement que ce soit l'armée française qui désarme les gars du MLLA pour éviter beaucoup de... Il y a juste une information qu'on a eue dans les échanges avec les chefs de village, c'est que le sort du fameux Hamadoun Koufa, le marabout djihadiste, qui avait été intronisé le jeudi, le jeudi comme imam de Konna, et peut-être plus tard comme gouverneur de la région de Mopti. Un des chefs de village dit qu'il est mort, et qu'il a été blessé, et puis qu'il a dû succomber à sa blessure 2 jours plus tard. Donc c'est Hamadoun Koufa, on peut considérer qu'il est mort. Ok. Dramé, que dire de ce double attentat au même moment à Gao? Est-ce qu'il gâche ces retrouvailles-là? Moi, je crois que Gao a été trop infiltré par le Moujao. Malheureusement, ce n'est pas le cas comme à Tombouctou, où la population s'est solidarisée avec l'armée pour dépister tous les djihadistes. Mais malheureusement, le Moujao avait beaucoup trop infiltré Gao. C'est des autochtones de Gao, c'est des types de Gao qui sont aujourd'hui commettent ces attentats. Il faudrait encore que l'armée ait beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de véhicules, contrairement à tout ce que l'on peut penser, parce qu'il y a des endroits où aujourd'hui l'armée n'est pas, parce que tout simplement moins, par faute de moyens. Il y a ce fameux village où il y a Touaregs et Arabes qui sont en train de s'entretuer, mais parce que l'armée n'est pas là. Il faudrait quand même que... Le fait qu'il se soit déroulé le même jour que la visite présidentielle dans la région de Mopti, est-ce que ce n'est pas un signe des djihadistes? Je pense que c'est des Camerounais, comme on dit. Moi, je crois que ça soit... qu'il y ait des similitudes. Non, c'est un peu hasard. D'un coup, dans tous les cas... C'est des gars qui n'ont plus rien à perdre. C'est parti à Konna. Avant mois de mai, avril, mars, en tout cas, je serais allé. Mais dire qu'il y a une coïncidence, non. Mais seulement, il y a une chose qu'il faut retenir. Il a dit, ils sont restés 9 à 10 mois. Ils y ont pris les caches. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va finir tout ça. Il faut une collaboration. Je voulais juste sur ce point, je sais qu'Alexis n'a pas parlé, mais sur ce point, l'attaque de Gao
l'attaque suicide de Gao, comme à Tombouctou, il y en aura encore. Personne n'avait pensé, il fallait être naïf pour penser à tabler sur zéro réaction des djihadistes. Et donc il faut de la vigilance, mais il faut quand même énormément de sensibilisation. C'est pourquoi je pense que dire qu'on ne négocie pas avec les islamistes est une erreur. Il y a les porteurs d'armes, mais il y a aussi la matière première. La matière première est psychologiquement et idéologiquement prête à les suivre, et je pense que c'est là qu'il faut intervenir très très vite pour arrêter la production des kamikazes, parce que ce sont des enfants de rien du tout qui sont drogués, qui sont lavés du cerveau et qui agissent. D'accord. Dernier thème de cette émission, la France, 6 mai 2012, il y a presque un an, jour pour jour, que la gauche fêtait l'élection de François Hollande à la présidence de la République. À la première année de son quinquennat, François Hollande affiche une impopularité record. Dramé, vous n'êtes certes pas homme politique, mais est-ce qu'il faut abonder dans le même sens que Mélenchon qui pense que l'espoir s'est transformé en déception? Ouais, tu vois, François Hollande a beaucoup de problèmes. Il devient aujourd'hui l'homme le plus impopulaire de la société. Voilà, il devrait vivre à Condé. Mais ceci étant dit, il faut dire que ce gars, il est venu au pouvoir en trouvant d'énormes problèmes. Il a fait beaucoup de promesses. Et je crois qu'il a essayé d'en faire tout ce qu'il pouvait faire. Il a commencé d'abord par le plus important, c'est-à-dire c'était de diminuer les salaires, son propre salaire, les dépenses de l'État, qu'il a ramené, les salaires des ministres qu'il a ramené à 30%. Il a pris des décisions, mais ce gars se trouve entre deux feux. Il ne peut pas, d'une manière systématique, s'attaquer à cette monde de finance, à ce monde de finance qui est devenu très 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 riche et puissant en France, et il ne peut pas de l'autre côté aussi satisfaire tous les désirats de la gauche. Et c'est ce qui explique déjà ce truc d'impopularité, parce que il n'est ni aimé à gauche ni à droite aujourd'hui. C'est tout le problème. Mais ceci étant dit, je dis que c'est quelqu'un de très courageux, et moi franchement je pense qu'il fera tout ce qu'il est capable de faire durant son quinquennat. Alexis Kalam. Oui, c'est dit, comme Adama l'a dit, il tombe peut-être au mauvais moment. Sinon, si vous regardez, il avait 80 propositions quand il venait. En un an, il a fait le plus gros du boulot, aussi bien dans le domaine de l'école, de l'emploi, de l'éducation, et même avec les patrons. Donc, je pense que il est tombé au mauvais moment sur deux questions. C'est d'abord l'emploi. La courbe de chômage ne fait que grimper, et c'est lié à une conjoncture européenne, mondiale et européenne. Et au niveau de l'Europe, l'Allemagne tient à conserver ses privilèges, à tirer les ficelles, et Merkel joue à faire en sorte que, disons, l'euro se comporte de telle sorte que les autres pays n'en profitent pas assez. Donc je pense que les Français sont grognons par nature, mais fondamentalement, il engrange de bons résultats, et quand on fait la balance, il a un bilan positif. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Ils ont pratiquement tout dit. Seulement pour cet homme que j'aime bien depuis qu'il a libéré mon pays, je souhaite que nous rebondissions dans le sondage. Je veux dire une chose, ce qui est sûr, certains, comme il a dit, les Français sont très grognards, c'est des gars qui sont excessivement enfermés, et on le dit toujours, tout le temps, c'est des gars, ils ont le cœur à gauche, le portefeuille à droite. C'est vrai qu'il est tombé très bas de juillet à maintenant. Mais il faut voir quel sondage on parle. Par exemple, les sondages Sofres disent que Sofres disent qu'il a gagné 3 points pour l'opération Serval, et que même ce mois de mai-là, il a gagné 2 points. Et donc, ce n'est pas un niveau d'impopularité sans précédent. Sarkozy était tombé plus bas. Et puis, ce qui est bien dans cette affaire, c'est que c'est difficile pour Hollande de tomber plus bas, et donc sa cote
en principe, ne peut que remonter. Je suis d'accord avec Alexis pour dire que oui, ce qui lui est arrivé, c'est vraiment un manque de chance. C'est-à-dire, il a continué Sarkozy. Il a continué Sarkozy et donc il n'a pas eu de période de grâce parce que là-bas, la question qui prime, c'est l'économie et l'économie est très mauvaise en ce moment en France. Oui, okay. Mais quand on se met à la place des Français, que l'on se rappelle l'envolée littéraire, moi, président de la République, on se dit que bon, on se fait bluffer, quoi. C'était vraiment beau. Le slogan de campagne, ça encore que c'est vrai, Hollande a été vraiment très proche de Mitterrand et comme politique, on l'adore parce qu'il a toujours le sens de la répartie. Mais là, son slogan favori, c'était qu'il sera un président normal. Et en cela, il s'efforce de l'être tous les jours. Non, mais maintenant, je pense, si vous regardez un peu les hommes politiques américains, je pense que les Français essaient de plus en plus de ne pas être des prébendiers, les gars de la gauche. À mon avis, ils ont voté plus contre Sarkozy que pour Hollande. Et le problème continue. Et il n'a pas eu de chance parce que, en plus, il y a eu quand même la question de Cahuzac qui le met en difficulté. Et tout le monde, la droite comme le centre et la gauche, le front de gauche se mettent maintenant pour lui rendre les choses très difficiles. Ok, Hollande est un président impopulaire en France, mais qui est resté à jamais dans le cœur des populations maliennes, notamment celles de Tombouctou, Gao, Kidal, Kona, Mopti, Sévaré. Malheureusement que ce ne sont pas des populations qui votent tout à fait au Mali. Voilà, c'est sur ce que prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nous recevions Adam Cham du journal Le Républicain et arawanexpress.com, Alexis Calambri des Échos, Adam Dramé du Sphinx et Souris de Moti du journal La Nouvelle Patrie. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette émission sur notre site africabletelevision.com. À la semaine prochaine.